Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Dans cette émission, on va parler d'une maladie trop peu connue, le syndrome de Lyell et Stevens-Johnson. C'est une réaction allergique grave et rare qui constitue une maladie unique qu'on désigne sous le terme de nécrose épidermique. La cause principale de ce symptôme est les médicaments, de ce syndrome, pardon, c'est les médicaments. 130 à 150 cas sont détectés chaque année en France. Une association a été créée pour venir en aide à ces victimes, c'est Amalis. Bonjour Sophie Lepalec. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de cette association qui a vu le jour il y a 19 ans, en 2002. Vous avez plusieurs objectifs: rompre l'isolement des malades, la réinsertion et l'indemnisation des personnes malades et handicapées à cause de ce syndrome, et aussi promouvoir la recherche médicale fondamentale thérapeutique. Vous accompagnez plusieurs centaines de victimes de cette maladie. Avant de rentrer dans les détails, quelle est l'histoire d'Amalis et comment cette association a vu le jour? En fait, dans les années 2000, seule la phase aiguë était prise en charge. Et quand les personnes survivaient, puisque un tiers des personnes décèdent pendant la phase aiguë, les médecins étaient tellement contents d'avoir sauvé les malades qu'ils ne pensaient pas du tout au reste et à ce qui allait venir par la suite, et les personnes étaient un peu laissées dans la nature. Et donc ce sont des victimes qui se sont regroupées et qui avaient tellement de questions et qui étaient tellement isolées que il s'avérait indispensable pour elles de partager leur expérience, partager leurs questions, éventuellement leurs réponses, et aussi s'allier pour montrer au corps médical qu'après la phase aiguë, il y avait une deuxième maladie qui était la phase longue du Lyell et du Stevens-Johnson, avec beaucoup de séquelles, parfois très graves et très évolutives. Beaucoup sont liés à la peau, à des cicatrices très disgracieuses sur la peau, à des séquelles plus au niveau des muqueuses, comme des séquelles pulmonaires ou digestives, des séquelles psychologiques, parce que les personnes ont ce qu'on appelle un stress post-traumatique après ces événements qui sont quand même assez monstrueux à vivre. Et aussi, et sans doute le plus grave, sont des séquelles oculaires qui peuvent conduire à la cécité et qui font que les victimes souffrent beaucoup et n'ont pas de réponse à leurs questions et n'ont pas forcément de réponse thérapeutique. Donc ça a été vraiment une des grandes avancées au départ d'Amalis, c'est que les victimes ont pu faire reconnaître et forcer le corps médical à reconnaître qu'il y avait des séquelles, qu'il y avait une phase longue, comme on dit pour le Covid aujourd'hui, du Stevens-Johnson, et qu'il fallait le prendre en charge. Et donc ça a été avec les médecins une phase très très longue de recherche, d'études pour prouver qu'il y avait un lien de causalité entre ces maladies, la phase aiguë et les séquelles qui survenaient par la suite. Alors on a brièvement du coup présenté ce syndrome, mais vous êtes plus qualifié de moi pour en parler. Comment se manifeste une telle chose? Quels sont les symptômes concrètement? Concrètement, ce sont la peau qui se met à brûler, elle part en lambeaux, et les muqueuses également. Bon, tout ça s'accompagne d'une forte fièvre. Et la personne est comme un grand brûlé, donc ça nécessite la prise en charge dans une unité spécialisée, généralement de grands brûlés, mais ça peut être aussi une unité vraiment dédiée, comme celle qu'il y a à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, où il y a une prise en charge spécifique pour les syndromes de Lyell. Ce qui est dingue avec ça, c'est que c'est causé en grande partie par des médicaments, par la prise de médicaments, donc comme des antibiotiques, certains épileptiques et des antidépresseurs. Et les symptômes sont loin d'être bénins, hein, vous l'avez dit vous-même. D'ailleurs, chaque année, 20 000 personnes décèdent à cause des médicaments. C'est assez alarmant. Pourquoi ce sujet-là est si peu médiatisé selon vous? Pourquoi on n'en parle pas assez? Je pense que c'est un sujet tabou pour les médecins. Et il y a derrière l'idée que à partir du moment où les médicaments soignent, ce qui est vrai, et qu'ils ont collectivement une balance bénéfice-risque qui reste positive, c'est-à-dire qu'ils sauvent plus de gens qu'ils n'en tuent. Alors c'est délicat de parler des quelques 1 cas sur 1 million qui décèdent ou qui restent handicapés à vie. Pourtant, moi je crois qu'une réflexion mature sur le risque médicamenteux consisterait justement à se dire 1 cas sur 1 million, parlons-en. Comment est-ce qu'on le gère? Et je crois que les syndromes de Lyell, de par leur gravité, le côté un peu extraordinaire, pour ne pas dire monstrueux, de ce qui arrive aux personnes, justifierait qu'on puisse essayer de prendre en charge ces symptômes et d'avoir une vraie responsabilité par rapport à la gestion du risque médicamenteux. Et c'est un peu la réflexion aussi qu'on a
à Amalist, au-delà de la prise en charge des syndromes de l'aïeul, on a une réflexion plus globale sur qu'est-ce que serait un SAV, un service après-vente du médicament. Justement, j'aimerais qu'on parle un peu de la responsabilité des fabricants vis-à-vis de ça. D'après une directive européenne, ces géants pharmaceutiques, si on peut dire, ne sont pas responsables à partir du moment où ils mentionnent la possibilité d'effets indésirables, donc quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous en pensez et comment on pourrait changer ça ? En fait, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet et on a été les premiers à Amalist avec une victime de l'aïeul qui était déboutée à cause de cette directive. Et c'est là qu'on a compris qu'il suffisait au laboratoire de signaler un risque dans la notice de leurs médicaments pour ne plus être responsable. Cette directive, elle s'applique à tous les produits. Donc, ça se comprend pour un lave-linge, une machine à laver, que ça ne doit pas être dangereux et que la notice va informer sur le risque, mais elle va surtout donner des informations pour permettre aux consommateurs de gérer ce risque et de l'éviter. Or, dans la notice du médicament, il n'y a rien pour éviter le risque. Vous avez une liste un peu lapidaire d'effets indésirables, vous comprenez à peine de quoi il s'agit, et en fin de compte, vous ne pouvez pas l'éviter, vous n'avez pas le choix. Rien ne vous est donné comme indication pour savoir si vous êtes une personne à risque, par exemple. Il n'y a aucune recherche, ou très peu, sur ce sujet. Et pourquoi c'est si compliqué pour les victimes de cette maladie de prouver la responsabilité des fabricants sur ça ? En fait, quand vous arrivez devant le juge, déjà c'est très difficile de prouver l'imputabilité, mais si vous arrivez à prouver l'imputabilité, c'est-à-dire qu'il y a un lien de cause à effet entre le médicament et cette réaction, de toute façon dans 9 cas sur 10, elle est forcément connue et donc marquée dans la notice, et là vous ne pouvez pas prouver la défectuosité, donc vous êtes débouté. Alors revenons un peu sur votre association, donc Amalist, vous avez plusieurs missions, l'une d'elles c'est surtout d'aider et d'accompagner les victimes. Comment vous procédez pour ça ? On a vraiment une activité qui consiste à répondre aux questions, généralement des victimes, mais aussi de leurs proches, parce qu'il y a beaucoup de familles qui souhaitent être renseignées, notamment sur la phase aiguë, ce qui se passe quand leur proche est à l'hôpital, qui sont très très inquiètes, donc il faut un petit peu les rassurer. Et puis après, essayer d'accompagner les victimes par la suite et de les renseigner par rapport aux séquelles et ce qui est arrivé. Ça, c'est une des premières missions de l'association. Et une deuxième grande mission, c'est aussi une activité de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, notamment pour essayer d'améliorer la situation des victimes qui ne sont pas forcément très bien prises en charge aujourd'hui, voire très mal. Il y a néanmoins eu beaucoup de progrès sur la prise en charge de la phase aiguë, où aujourd'hui la plupart des urgentistes savent reconnaître un syndrome de l'aïeul, donc les gens ne sont pas renvoyés chez eux quand ils vont aux urgences au tout début des symptômes, ça c'est déjà plutôt bien. Dans les unités spécialisées, il y a aussi une amélioration du taux de survie des personnes. 30% de décès, c'est quand même beaucoup, il faut essayer de diminuer ça. Par contre, pour ce qui est des séquelles que j'ai évoquées tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de recherche. Et il y a un espoir pourtant immense de la part des survivants qui ont des séquelles graves au niveau oculaire, que la recherche puisse un jour les empêcher d'être aveugles. En parlant de recherche oculaire, justement, il y a des lentilles cérales qui ont été développées avec le CHU de Rouen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant ça ? Alors, elles ont été testées avec le CHU de Rouen, mais elles ont été développées par une entreprise privée, un petit oculariste de Thonon-les-Bains. Donc, il n'y a eu aucune intervention publique dans ce processus. Et c'est effectivement un dispositif médical qui a sauvé la vie de pas mal de personnes. En ce sens qu'elle leur a permis de retrouver une certaine autonomie, de pouvoir ouvrir les yeux sans souffrir. Mais néanmoins, ce n'est pas la panacée. Il y a quand même beaucoup de gens qui continuent d'avoir des séquelles qui s'aggravent et les lentilles ne font pas tout. Donc pour ça, on aimerait vraiment, parce qu'il y a sans doute des pistes prometteuses, par exemple pour ce qui est des cellules souches, on aimerait vraiment qu'il y ait en France et en Europe une recherche qui se mette en place sur ces sujets. En tout cas, on espère que ça sera vite le cas. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous pour cette émission. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Amalist. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Et cette émission a donc été enregistrée dans les salons du Sormani et elle est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application ainsi que notre chaîne YouTube Radio Sensation.